Bonjour à vous toutes et à vous tous. On va bientôt commencer. Madame la ministre, chère Brune Poirson, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les collègues parlementaires, monsieur le maire de Saint-Barthélemy d'Anjou, j'ai oublié le président du conseil départemental. Et bonjour à vous toutes et à vous tous, mesdames et messieurs. C'est un immense plaisir d'être aujourd'hui à l'ESEP avec vous. Cette école qui, monsieur le directeur, symbolise parfaitement les deux grandes transitions que nous avons à affronter, à relever. La transition écologique, la transition numérique. Et puis quel plaisir d'accueillir Madame la Ministre sur cette thématique de l'économie circulaire, qui est vraiment un des enjeux phénoménal des prochaines années. On a une belle loi qui arrive en septembre à l'Assemblée nationale, d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, enfin en tout cas dans la norme. Voilà. Et ici, parce que il y a 18 mois, Madame la Ministre a nommé un certain nombre d'ambassadeurs de l'économie circulaire. dont je faisais partie, j'étais très content. Drôle de pays, l'économie circulaire quand même. Et on se demandait où est-ce qu'on allait mettre la capitale de ce beau pays de l'économie circulaire. Bon, on sait que c'est une problématique mondiale, mais... Et naturellement, on s'est tourné vers là où étaient les plus belles opérations, là où les entreprises, la CCI en tête, étaient le plus mobilisées sur l'économie circulaire. C'était évidemment ici, en Maine-et-Loire, en Anjou. Et puis, on a plein d'expériences géniales sur les territoires. Alors après, je me suis dit, bon, on va faire... Il faut une ambassade pour un ambassadeur. Donc, on peut prendre le château d'Angers. Et puis, le château d'Angers, on n'a pas obtenu l'accord de Calix de Migremont, qui est notre star locale, qui milite pour l'Anjou libre. Avec Calix, on ne s'est pas mis d'accord, et donc je me suis dit, on va déplacer l'ambassade de l'économie circulaire, soit à Saint-Barthélemy d'Anjou, soit... Mais aujourd'hui, j'ai découvert, on en reparlera tout à l'heure, un fantastique bâtiment cathédrale, tout à l'heure, un bâtiment qui symbolise l'opération parfaite d'économie circulaire, qui est un peu le Graal qu'on cherchait tous les uns les autres. Eh bien, je crois qu'on l'a trouvé tout à l'heure, monsieur, vous nous raconterez ça. Donc, on verra si on met à Écouflant ou à Saint-Barthélemy l'ambassade de l'économie circulaire. Grand plaisir d'avoir participé à la feuille de route, à la préparation de la feuille de route économie circulaire, qui a abouti sur un certain nombre de propositions qui ont été mises en débat, et puis aujourd'hui, le projet de loi qui arrive. Et merci d'avoir recueilli les contributions qui vous ont été envoyées d'ici. Moi, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais me contenter de passer la parole aux différents intervenants qui vont être, comme d'habitude, très punchy, ramassés, directs, pour qu'on ait du temps, c'est notre spécialité aussi en Anjou, du temps pour les questions-réponses après. Donc je commence par monsieur Yannick Borgeaud-Piron, Cobati, pour que vous nous racontiez, et vous allez le faire, je crois, en binôme avec Marie-Renée Bordeaux, comment l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment, quels sont les enjeux aujourd'hui, comment ça se passe sur notre territoire? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors je serai un petit peu plus large que le bâtiment. Je vais quand même évoquer un petit peu le bâtiment, puisqu'aujourd'hui je suis au nom du Cobati, donc qui est lié au bâtiment. Le bâtiment, l'économie circulaire, alors d'abord le premier constat, c'est que en Anjou, les territoires, les acteurs et les entreprises sont vraiment acteurs de l'économie circulaire. Je vais vous donner quelques exemples après. Quelques chiffres quand même. Aujourd'hui dans le bâtiment, on a 67%, grosso modo, de taux de valorisation des déchets du bâtiment hors terrassement. Ce qui fait qu'on n'est pas très loin quand même, malgré tout, des 70% qui nous seront imposés en 2020. Néanmoins, il y a des disparités entre les différentes filières. Donc on pourra y revenir peut-être dans les questions tout à l'heure. Quelques chiffres sur le territoire de ce qui se passe en termes d'économie circulaire. Alors je vais m'excuser, je vais prendre ma feuille. Nous avons 212 coopérations interentreprises qui ont été déclarées sur ces 3 dernières années. Nous avons 170 entreprises qui sont engagées dans des démarches d'économie circulaire, ce qui représente... Merci Marie-Renée. 270 entreprises, pardon. Ce qui représente plus de 2200 tonnes
de matières qui sont mieux valorisées. Alors ça, c'est des chiffres 2018. Hein. J'ai eu des chiffres tout à l'heure, mais ils ne sont pas encore officiels, où on voit une nette amélioration. Ce qui représente plus de 400 000 euros d'économies qui sont faites par ces entreprises parce qu'elles travaillent sur l'économie circulaire, sur des actions d'économie circulaire. Et en équivalent, en tonnes équivalent CO2, ça représente plus de 500 tonnes équivalent CO2 économisées. Le bâtiment, dont je disais 67% de taux de valorisation, c'est également, il faut savoir qu'il y a 90% des matériaux, enfin des opérations de réhabilitation qui produisent des déchets. Les déchets sont surtout produits par des chantiers de réhabilitation, de déconstruction, plutôt que le neuf. Vous avez visité tout à l'heure une maison neuve, on va dire, où là, il y a déjà du gros travail de fait. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les entreprises qui travaillent sur l'économie circulaire, les territoires aussi qui travaillent sur l'économie circulaire, on observe que ça marche, et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Alors, quelques actions, on a beaucoup d'actions, nous, dans le Maine-et-Loire, sur des actions d'écologie industrielle territoriale, et notamment le déploiement de l'outil actif par la CCI. On a également des développements de programmes d'accompagnement et de formation sur l'éco-conception. La CCI lance là une action qui s'appelle Éco-produire, avec une dizaine d'entreprises qui s'engagent sur un an, et on fait une expérimentation, on mesurera d'ici un an les résultats de cette démarche. Et on a également un outil formidable qui a été créé il y a 3 ans, qui s'appelle l'ADEC, l'Association de développement de l'économie circulaire et collaborative, une association qui a été créée par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise, qui est à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. Alors là aussi, quelques chiffres. Aujourd'hui, on a 72 entreprises engagées. On a plus de 250 000 euros d'économies qui ont été réalisées pour ces 72 entreprises. On a 35 tonnes de matières qui ont été valorisées via l'économie sociale et solidaire qu'on va évoquer tout à l'heure, et notamment qui représente autour de 28 tonnes équivalent CO2 d'économisées. On a également plus de 30 interventions de sensibilisation sur les territoires, dans des clubs, pour sensibiliser nos entreprises à l'économie circulaire. Et actuellement, il y a également le déploiement d'un outil en collaboration avec les aides, justement, pour que les entreprises puissent s'auto-diagnostiquer. Donc un outil qui s'appelle le DIAG éco-circulaire. Voilà. Et puis, dernier point, pour dire que les territoires et les entreprises s'engagent, il y a eu un groupe d'élus locaux, accompagnés d'élus de la Chambre de commerce, qui s'est déplacé à l'automne dernier au Danemark pour voir ce qui se passe dans nos pays voisins en termes d'économie circulaire. Et ce groupe continue à vivre. On l'a appelé les accélérateurs de l'économie circulaire. On se réunit 3-4 fois dans l'année pour essayer de sensibiliser, de déployer l'économie circulaire sur les différents territoires du Maine-et-Loire. Et je dirais en conclusion par rapport à mon intervention, c'est que le Maine-et-Loire est vraiment un écosystème par rapport à l'économie circulaire, et qu'il y a beaucoup d'expérimentations et qu'on est avide d'expérimentations, donc n'hésitez pas à nous confier des expérimentations en Anjou. Voilà. Merci d'avoir lancé ce dynamisme tous les acteurs du territoire. Madame. Alors, moi je vais parler particulièrement d'une association, une structure d'insertion par l'activité économique, Alternatri 49, qui est née il y a 4 ans et qui depuis 2 ans est à l'équilibre. Donc qu'est-ce que c'est que cette SIAE ? Eh bien, c'est une association qui trie le papier, le carton, et qui se met au service de la cité, qui vient en complément des grosses structures qui, elles, vont aller faire la collecte du papier, du carton dans les industries et les grosses entreprises. Mais vous savez très bien qu'on a besoin des associations intermédiaires pour pouvoir venir compléter le maillage sur le territoire qui manque énormément. Donc c'est une petite structure
qui a fait des interventions aussi pédagogiques, parce que l'économie circulaire passera par la pédagogie auprès des jeunes, des enfants. Donc grâce à Angers-Loire Métropole, nous avons pu faire notre présentation des cycles de vie du papier dans 40 écoles. C'est 5700 élèves qui ont été sensibilisés et derrière tout ça, nous avons récolté 290 tonnes de papier, ce qui n'est pas neutre parce que c'est ça que la collectivité n'a pas à faire et donc ça coûte moins aux citoyens localement. Donc voilà, ce sont quand même 15 emplois d'insertion des gens du RSA. Donc je pense que le conseil départemental va être content quand 15 personnes sortent du budget. Et ça, c'est aussi nécessaire. Donc on a des besoins. Nos freins, eh bien, c'est un petit peu l'administration qui nous empêche, quand on dépasse de 30% notre activité de vente de papier, si on fait de la production, et pour tenir en insertion et tenir l'équilibre financier, il est important de pouvoir faire du commerce quand même. Donc même si ce ne sont pas des entreprises à vocation à faire des bénéfices, c'est des entreprises qui sont à vocation à faire de l'insertion et il faudrait lever cette petite barrière économique qui nous empêche de développer plus par rapport aux 30% de commerce. Donc ça c'est important, il faut bien qu'on vende pour pouvoir acheter du matériel, amortir tout l'équipement dont on a nécessaire. Un autre frein, c'est bien la formation. Eh bien, moi je dis, si nous pouvions avoir des personnes formées au tri, c'est-à-dire que quand on trie par exemple du plastique, eh bien il y a 6 sortes de plastique. Alors comment fait-on pour retrouver les 6 sortes de plastique? Aujourd'hui personne n'est formé pour ça. Donc il y a aussi plusieurs sortes de papier, plusieurs sortes de carton. Et ça, nous devons faire en interne cet effort-là. Il nous manque ces gens pour former. Donc voilà, ce sont des pistes de réflexion pour les aides, entre autres, même si ce ne sont pas des ingénieurs comme nous demandons, mais peut-être des bac pro, des BTS. Donc voilà. Et assouplir aussi par rapport à la réglementation, parce que vous savez que toutes les entreprises, toutes les PME ont cette charge du tri. Donc nous venons effectivement en lien, mais peut-être manque-t-il pour les entreprises, et là je rejoins Yanis, il manque quelque part des centres partout de proximité. Donc il n'est pas normal que pour aller recycler du plâtre, on fasse, je ne sais pas combien de kilomètres, 150, 200 kilomètres. 800 km. Donc on est tous prêts à le faire et on est capable de construire effectivement avec que des produits et des matériaux recyclables, puisque nous sommes représentants le co-bâti de la construction, eh bien nous sommes capables de trier. Donc il y a vraiment des sujets à faire localement. Et en conclusion, bien écoutez, zéro déchet sur les chantiers, ce serait la meilleure solution, quoi. Donc on est prêts. Merci beaucoup. Merci d'avoir mis en lumière à la fois les leviers importants que sont la sensibilisation des plus jeunes âges, la formation, mais aussi tous ces freins, tous ces petits blocages qui parfois sont autant de haies sur la course d'obstacles de l'économie circulaire. Avant de passer la parole à Gérard Charbonnier pour une autre des pépites économie circulaire de l'Anjou, l'éco-cyclerie des Mauges. Tout à l'heure, j'ai oublié de saluer Jean-Michel Buff, le vice-président de la région Pays de la Loire, à l'économie circulaire. Alors, l'éco-cyclerie des Mauges, faites-nous rêver. Eh bien, l'éco-cyclerie des Mauges a 10 ans. On fête les 10 ans, on a 10 années d'expérience. Alors, ce projet éco-cyclerie des Mauges, donc Mauges pour Madame la Ministre, c'est la zone du Choletais. Hein, on est fiers de notre territoire, donc on parle des Mauges. C'est né d'une dynamique collective. Plusieurs associations du territoire avaient recherché des activités pour les structures d'insertion, mais aussi avaient regardé avec la collectivité territoriale, qui s'appelait à l'époque le CIRDOMDI, maintenant Mauges Communauté, de dire comment on pourrait valoriser ce qui se passe dans les baies tout venant. Les collectivités territoriales sont venues nous trouver en disant « faites quelque chose pour nous ». Donc on a commencé à travailler, et puis on a monté un projet. Et bien ce projet éco-cyclerie des Mauges a 10 ans. Au bout de 10 ans, qu'est-ce que l'on a? C'est 35 emplois qui ont été créés, 21 ETP, on est en pleine progression. C'est 4000 tonnes de déchets qui sont sortis de la benne tout venant, à peu près 60 000 mètres cubes qui ont été valorisés, puisqu'on sort des déchets et on
on les met en état et on les revend dans une boutique. On est présent sur les 13 déchetteries pour aider les gens à mieux éliminer les objets dont ils ne veulent plus. J'évite de parler du mot déchet parce que nous, on est dans la valorisation, donc le mot déchet, il nous embête un petit peu. Dans les 10 ans, on a reçu 600 000 visiteurs dans notre boutique. Nous, on est ouvert que le vendredi et le samedi, mais à mon avis, ça a été exemplaire et on vient nous copier un peu partout. On a accompagné d'autres structures à faire la même chose que nous sur le territoire, que ce soit en Maine-et-Loire ou que ce soit à l'extérieur. Et puis, donc, je le disais, il y a 3 structures d'insertion qui ont participé au projet. Donc, c'est une réussite et on est l'économie circulaire naturellement. Ça fait partie de nos gènes. Alors, qu'est-ce que l'on doit dire de l'écocyclerie? D'abord, on est dans l'innovation sociale, environnementale. Merci, ça me permet de garder mon cheminement. On est dans l'innovation sociale, environnementale et économique. Pourquoi sociale? Parce qu'on crée des emplois. Et c'est l'objectif, et c'est des emplois d'insertion. Une majorité d'insertion. Mais dans l'emploi, en plus, on a pris le loisir d'y associer les bénévoles. Parce qu'il y a des gens qui acceptent de donner du temps, de passer du temps dans l'écocyclerie pour aider les personnes en insertion. Donc c'est ce qui fait tout l'intérêt du système. Innovation économique, parce que nous, dans notre esprit, on n'est pas là pour utiliser des subventions. D'accord pour investir au départ. Mais après, il faut que le modèle économique tourne de lui-même. Et au bout de 5 ans, on était arrivé à générer suffisamment d'activités qui permettaient de rémunérer les salariés. Et toute la partie production revient sur le territoire, puisque ce sont des personnes du territoire que l'on emploie. Bien sûr, on n'a pas d'actionnaire, on est associatif, on n'a pas d'actionnaire, donc on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, donc on est, je dirais, vertueux de ce côté-là. Également, un autre aspect que l'on essaie d'insister beaucoup, et puis ça sera une de nos demandes un petit peu, c'est les nouveaux métiers initiés. Avant, les collectivités avaient, quand elles ont des déchetteries, on met un gardien. Et c'est le gardien, au sens fort du terme, c'est-à-dire il vient, il ferme, il entretient la propreté. Nous, on a initié l'idée des gardiens valoristes. Et à un moment donné, derrière cette idée, c'était de dire, quand les gens viennent dans un lieu de déchetterie pour éliminer les objets, ils ont besoin d'être conseillés, d'être aidés ou valorisés. Vous savez, quand on va dans une déchetterie, maintenant, c'est 13, 14, 15... peut-être même plus de bennes différentes entre la benne bois, écomobilier, Valdelia ou ainsi de suite. On a le verre, le fer, les plastiques. Bon, il y a encore plus de 6 espèces de plastiques, mais c'est fantastique. Donc il y a besoin d'avoir des gardiens valoristes, des gens qui conseillent les usagers. Donc ça, c'est important, la notion de métier. Également, un des aspects que l'on met en évidence, c'est que notre action d'écocyclerie sur le territoire, très clairement, pour la collectivité, si on laisse les objets dans la benne tout venant, c'est une charge pour la société. C'est-à-dire qu'on va payer transport plus exutoire à incinération ou enfouissement à peu près 150 € de la tonne. Nous, lorsqu'on les ressort de la benne, on les ramène à l'écocyclerie, on les valorise, on les nettoie, on les met en vente. Et actuellement, le prix moyen, à peu près, on les valorise à 1 000 € la tonne. C'est-à-dire, au lieu d'une charge pour la collectivité, on devient une ressource pour le territoire. C'est-à-dire qu'on produit de la richesse avec ce que j'osais appeler du déchet tout à l'heure, mais qui est une richesse. Donc ça, c'est des éléments que les 10 ans nous ont confortés et qui nous ont permis de dire il y a quand même quelque chose d'intéressant derrière ce concept. Alors, quelques problématiques pour développer, si je puis me permettre. C'est d'abord faire reconnaître les métiers. Les métiers et la formation. Parce que gardien valoriste, ça ne s'improvise pas. Nous, systématiquement, tous les ans, on essaie de passer du temps pour indiquer aux personnes qui vont être au conseil des usagers de dire qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on ne peut pas garder. Et donc, pour nous, c'est capital de former ces gens-là et que ça soit reconnu comme un nouveau métier. De même que les agents valorisent, c'est-à-dire que quand on ramène tous ces objets-là dans un centre, à un moment donné, il faut les trier, il faut les valoriser. Qu'est-ce qui peut être vendu?
et fixer un prix, parce que fixer un prix, on vend à petit prix, mais il faut quand même donner un prix à tout objet. Ça, c'est la première chose, c'est reconnaître ses métiers. Deuxième chose, c'est avoir une fiscalité adaptée. Parce que le paradoxe, c'est que lorsqu'on a une benne de déchets, tout venant, quand elle part à l'enfouissement, elle est taxée à 10%. Donc c'est le régime de la TVA des déchets. Lorsque nous, on la valorise dans la boutique, comme on est assujetti TVA, on est assujetti à 20%. C'est-à-dire qu'un objet qui a déjà subi au premier achat une TVA de 20%, nous, on le valorise, on le sort de la TVA à 10% et on est obligé de repayer 10%. Et comme ces objets-là ne nous coûtent rien, eh bien on paye plein pot, c'est-à-dire on perçoit de l'impôt pour l'État à hauteur de 20%. Et là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir pour dire, est-ce que, même dans le cas de revente, dans la mesure où il y a une action de nettoyage, de mise en valeur, est-ce que ce déchet ne pourrait pas, ce produit, cette ressource ne pourrait pas être taxé au même titre que les autres déchets qui sont vendus dans l'enfouissement ou l'incinération? Je crois qu'il y a quelque chose à travailler sur le sujet. Autre remarque que l'on voudrait faire, c'est avec les éco-organismes. Les éco-organismes, c'est génial. Là, je tiens à dire que c'est quelque chose qui a été bien, qui a fait beaucoup progresser l'évolution, le recyclage et l'économie circulaire. Sauf que dans les éco-organismes, ce sont les gens qui produisent les déchets qui gèrent eux-mêmes les fonds. Et je dis à un moment donné, on le dit, nous, au niveau de l'éco-cyclerie, il serait quand même bien qu'il y ait des usagers qui fassent partie de ces conseils d'administration des éco-organismes pour avoir une lecture un peu différente. On a quelques cas où l'éco-organisme a plutôt intérêt à éliminer le déchet qu'à le mettre dans le réemploi et dans l'économie circulaire. Et nous, ça nous interroge en disant, est-ce qu'on pousse l'économie circulaire ou pas? Donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que dans la gestion des fonds, dans les éco-organismes, la représentation des usagers pourrait être utile, ou des organismes qui utilisent le réemploi. Et puis, dernier point, c'est une réflexion que l'on a actuellement, et puis ça résonne un peu à ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est on voudrait essaimer, parce qu'on a réussi l'éco-cyclerie vis-à-vis des usagers. C'est-à-dire tous les objets du territoire, on arrive quand même à donner de la valeur, à les remettre en valeur. Quand je disais 4000 tonnes, c'est quand même pas rien sur 10 ans. Mais on se dit, il y a tout un champ que l'on veut explorer, c'est celui des TPE, PME, où il y a plein d'objets ou de matériaux qui sont abandonnés, et comment on pourrait les revaloriser, les remettre dans le circuit pour avoir un réemploi. Et là, c'est une réflexion que l'on a actuellement, que l'on travaille d'ailleurs avec la collectivité territoriale pour dire comment on peut avancer sur le sujet. Merci beaucoup. Des beaux sujets, des belles idées d'amendement, même, à la fois pour le projet de loi de finances au premier point, et puis sur la loi économie circulaire. Vous avez parlé de plastique, et le plastique c'est fantastique, qui pourrait être l'hymne d'ailleurs de notre ambassade, mais j'en profite pour saluer à nouveau Philippe Bolo qui a une mission au titre de l'OPESC qui commence là sur les pollutions autour du plastique et dont évidemment les résultats viendront fortement alimenter les réflexions de tout le monde. Merci, on repart des Mauges pour revenir un petit peu plus près d'Angers, à Écouflant, et la visite dont je vous parlais tout à l'heure, le bâtiment parfait, il existe, il est là, il est à Écouflant, et on a un de ses créateurs devant nous. Ça fonctionne. Donc je vais présenter le bâtiment de manière assez succincte par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais essayer d'être assez efficace pour le faire. Donc avant tout, je vais me présenter. Donc Aurélien Adam, je suis gérant d'entreprise Résonance Urbanisme et Paysage. Donc, nous ne sommes pas forcément en lien direct avec l'économie circulaire, mais travaillons sur tous nos projets sur l'urbanisme, le renouvellement urbain et la création d'écoquartiers. Donc par rapport à la démarche qu'on a pu engager maintenant il y a quelques années, sur tous les projets que l'on porte, on essaye de valoriser l'éco-construction, les approches différentes, et on se retrouve rapidement en fait bloqué dans les discussions avec les différents acteurs du bâtiment sur
le fait qu'il n'y ait pas forcément de solution aujourd'hui évidente ou de solution abordable. Donc on tourne souvent en rond et notre travail c'est de répéter qu'on peut faire les choses. Donc au bout d'un moment on en a eu un peu marre d'expliquer les choses mais sans l'avoir fait par nous-mêmes. Donc on a décidé de se lancer dans un projet qui permette d'être en lien avec toutes les valeurs qu'on essaie de porter dans les écoquartiers, dans les projets de renouvellement urbain, que ce soit du renouvellement urbain de petites communes ou sur des projets d'ANRU que l'on a actuellement en charge. Donc si on passe à la diapo d'après, quand on commence à réfléchir à la notion de bâtiment, le bâtiment écologique, à un moment donné, quand on réfléchit sobriété, la sobriété première, c'est ne pas consommer. Donc à partir du moment où on s'engage dans la fabrication ou la construction de quelque chose, on a un impact sur l'environnement, quelle que soit la solution qu'on choisit. Donc par rapport à ça, en fait, la première chose qui nous est venue à l'idée, c'est comment moins polluer possible. Donc on est parti sur l'esprit de la valorisation d'un déchet. Le biosourcé dont on entend parler aujourd'hui énormément, est quelque chose de fondamental à prendre en compte. Par contre, pour nous, c'est déjà un deuxième niveau dans l'échelle en fait, de l'impact, parce qu'on utilise quelque chose, une nouvelle production, pour créer un bâtiment plus intéressant. On est dans le label un peu bio qu'on peut retrouver dans la consommation alimentaire. Donc par rapport à ça, en fait, on a réfléchi à un bâtiment qui puisse, à partir du moment où on crée quelque chose de nouveau, avoir plusieurs vies dans la journée, plusieurs vies dans le cadre de sa fonction, pour atteindre justement l'esprit de multifonctionnalité qui nous paraît hyper important de développer dans tous les projets urbains et des projets d'architecture aujourd'hui. Donc par rapport à ça, nous avons défini en fait un projet qui accueille une entreprise de 15 personnes dans un bâtiment, qui a été réfléchi pour être implanté dans un quartier d'habitat, ce qui fait qu'on utilise aujourd'hui une infrastructure qui est désertée par les gens la journée parce que tout le monde va travailler à l'extérieur. Parce que dans la logique fonctionnelle, aujourd'hui, on se dit qu'on ne peut pas travailler là où on habite, il faut sortir de son lieu d'habitat, prendre sa voiture ou prendre un système de mobilité pour aller travailler. Donc on utilise des infrastructures qui sont libérées la journée et quand on part, les gens reviennent. À partir de là, on a créé également au sein de ce bâtiment une association qui va utiliser le bâtiment quand l'entreprise se vide de ses salariés pour offrir du coup une vie au quartier quand les gens reviennent dedans. Première étape. Deuxième étape, l'entreprise aujourd'hui existe, elle fonctionne bien. Par contre, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain, soit on peut grossir, on peut diminuer, on peut avoir d'autres attentes. Donc on a réfléchi à avoir un bâtiment qui soit réversible. Donc la réversibilité première était de se dire, dans un quartier d'habitat, on peut revenir assez facilement à de l'habitat individuel. Donc le projet d'habitat, de construction qui a été proposé peut se diviser demain en 2 maisons individuelles correspondant en fait à l'origine quelque part de ce quartier. On a fait en sorte aussi que ce bâtiment puisse être démontable. Donc on a cherché des solutions alternatives aux constructions classiques, de manière à pouvoir restituer en fait un sol naturel non pollué une fois que le bâtiment sera démonté. Donc on a fait des choix constructifs un peu particuliers que je vais détailler rapidement. Donc si on passe sur la diapo d'après, donc le projet en fait c'est basé sur la notion de déchets. Les déchets finalement on en a un petit peu partout dans le monde, il y en a différents types. Et on s'est intéressé particulièrement après une rencontre que j'ai pu avoir avec une société qui s'appelle Batipac, donc qui a développé en fait tout un système aujourd'hui labellisé et breveté autour de la valorisation en fait des déchets de carton. Donc le carton en fait est une matière assez extraordinaire, on voit finalement beaucoup d'utilisation au niveau de la vente par correspondance, mais également on a des propriétés structurelles, mécaniques et thermiques qui sont très intéressantes. Donc à partir de ce déchet que l'on retrouve en fait aujourd'hui partout dans le monde, surtout avec le développement exponentiel de la vente par correspondance, on est parti sur cette matière pour derrière décliner un projet. Donc on a ramené en fait un exemple de mur qui est issu de... Donc on n'a pas démonté notre bâtiment pour le faire, mais vous avez en fait tous les composants en fait de l'ensemble. Et ce qui a été réfléchi ici, c'est de se dire que le carton pourrait être utilisé d'une autre manière, de manière à constituer un élément à la fois en isolation thermique, en isolation phonique, mais également en isolation, en effet contre-ventement. Parce que le carton, en fait, quand vous commencez à l'agglomérer, devient très très résistant. Et vous avez en fait, pour une épaisseur de l'ordre de 15 cm, une résistance à 2 tonnes au mètre carré, ce qui est juste hallucinant en termes de matériaux, notamment par rapport aux structures porteuses. Donc ce projet a été réfléchi dans un premier temps de valorisation de déchets, mais on avait aussi la logique de se dire que l'écologie, c'est pas que l'écologie, on va dire, en lien avec des matériaux, c'est aussi l'écologie humaine. Donc on a travaillé, réfléchi à des systèmes qui permettent de faire travailler des structures d'insertion pour réaliser ces éléments. Parce qu'aujourd'hui, les structures d'insertion ne sont pas forcément valorisées à leur juste niveau, parce qu'on leur justement, comme on disait tout à l'heure, le déchet, c'est un déchet, et les gens trient des déchets. Et pour nous, les gens,
demain, enfin une grande valeur ajoutée, parce que grâce à eux, grâce à leur travail, on va pouvoir ériger des choses différentes et on peut envisager que grâce à ces personnes, on construise des maisons. Donc on est parti sur cette valorisation en fait de l'écologie humaine qui fait partie du cœur de notre projet. Et dans les écoquartiers, on a toute une approche sur le lien social entre les gens et ça nous semble important que ce lien puisse se traduire également dans les matériaux qui sont choisis dans le cadre des constructions proposées. Donc deuxième niveau. Troisième niveau, on voulait un projet qui puisse être propre, donc avec du coup limiter au maximum les coûts énergétiques en termes d'énergie grise notamment. Donc avec le procédé en fait qui a été choisi, on est parti du coup sur du bois issu de filières biosourcées, issu de filières locales en PEFC. On a choisi le carton comme isolant, mais comme je disais tout à l'heure, en fait il a plusieurs propriétés, donc ce qui est très intéressant à tout niveau. Et finalement, on a fait en sorte d'intégrer tous ces éléments dans un volume qui est très peu large, donc ce qui permet d'optimiser également toute l'organisation du bâtiment, puisque plutôt qu'avoir un parpaing, plus un isolant, plus un autre matériau à l'intérieur, tout est réuni en 20 cm d'épaisseur, ce qui permet en fait d'avoir beaucoup plus d'espace à l'intérieur pour un minimum de place. On a fait en sorte de travailler, comme je disais tout à l'heure, de ne pas toucher le sol. On ne voulait surtout pas ramener dans le bâtiment du sable. Aujourd'hui, le sable est une denrée qui va disparaître, qui est en forte régression à l'échelle mondiale du fait de l'utilisation dans le béton. Donc, on est parti sur un zéro sable. Quel système existe? On a trouvé un système canadien qui s'appelle les technopieux, qui permet en fait, c'est des sortes de grandes vis qui s'ancrent dans le sol et qui permettent de travailler en fait un projet à partir du terrain naturel sans avoir besoin de créer une dalle béton pour un bâtiment, dans notre cas, qui fait 2 étages. Donc, on devient très performant, très intéressant. Et ça permet quelque part de pouvoir démonter ce bâtiment très facilement derrière sans avoir impacté le milieu. Et ensuite, la dernière étape, je vous l'ai présentée tout à l'heure, c'était la question de la réversibilité du projet. Si je continue, on a remis quelques photos, ça ne va pas être facile pour vous de voir. En fait, vous avez le bâtiment qui a été construit 100% en bois, sur la base en fait d'une fondation de grandes vis en métal. Donc on doit avoir une quinzaine ou une vingtaine de pieux métalliques qui font 5-6 cm de large, qui fait que tout le reste en fait est resté en terrain naturel. Dans cette ossature bois, on a pu intégrer en fait l'IPAC, qui est le nom du produit en fait utilisé dans le cas du bâtiment, donc le carton issu de recyclage que vous avez ici, qui sert à la fois d'isolation thermique, phonique et de contrevent, donc de maintien structurel du bâtiment. Si on continue. Donc on en arrive au final en fait à un projet qui est constitué au niveau de son plancher, de ses murs et de son toit, de matières totalement recyclées et biosourcées. C'est l'avantage en fait du carton, c'est qu'on part aussi d'une matière de base qui est de la cellulose de bois, donc qui est issue finalement de la filière bois, mais qui a déjà vécu une première vie. Et nous avons cherché en fait à envelopper l'ensemble avec des matériaux soit biosourcés, soit travailler de manière à intégrer une toiture photovoltaïque de 70 m² qui nous permet aujourd'hui d'avoir un bâtiment à la fois passif parce qu'on a des produits très performants, mais d'avoir également un bâtiment positif qui produit un tiers de plus que ce qu'il consomme. Donc voilà. Si on passe du coup sur la dernière diapo pour faire vite, quel résultat? Donc pour nous déjà, quand on a construit, le matériau n'existait pas, donc on ne savait pas quels allaient être les résultats de notre expérimentation. Donc on atteint en fait un niveau passif, donc on est sur du 22 kW par mètre carré par an en termes de consommation, ce qui est très faible, sachant, comme je le disais tout à l'heure, en fait le bâtiment a une vie la journée, on est 15 personnes avec 15 PC qui tournent. Le soir, vous avez une association, et le week-end, elle est aussi présente pour accueillir des gens de l'extérieur. Donc on a un bâtiment qui fonctionne plus qu'une maison traditionnelle, on va dire une maison classique. On produit aujourd'hui 12 000 kW par kWh, donc sur une année, ce qui nous permet de faire le ratio et d'arriver au 1 tiers de positif que j'annonçais tout à l'heure. On est parti dans une consommation de ressources naturelles, donc on est bien sûr du zéro béton. Le carton est issu à 95% du recyclage, et étant donné la possibilité demain de rendre ce matériau de construction reconnu, on pourra atteindre les 100% très facilement. Vous avez du bois d'ossature qui est issu de forêts de gestion durable. Vous avez une réduction des déchets, simplement parce que dans les 17 tonnes de carton, 15 tonnes de carton utilisés, vous en avez les 95% qui sont issus de déchets, donc recyclés. Et vous avez un matériau, en fait, si jamais on n'arrive pas, un matériau qui peut se démonter, qui peut être utilisé sur d'autres projets, mais également le carton peut se recycler 7 fois sans apport de matière nouvelle. Et il consomme aujourd'hui à peu près 12 fois moins en création
que des systèmes classiques comme de la laine de roche, et je ne parle même pas de la laine de verre qui est encore plus énergivore d'un point de vue énergie grise. On a pu du coup réduire les effets gaz à effet de serre, et sur les premiers calculs qui ont été faits, qui ne sont pas établis sur notre bâtiment, qui est plus vertueux que des systèmes proposés, on arrive en fait à une économie d'énergie grise par rapport à des systèmes classiques de construction de l'ordre de plus de 40%, dans un premier test. Donc derrière, si on arrive à le développer, à affiner les techniques, en fait, on peut vraiment obtenir des résultats qui seront phénoménaux par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, dans une approche, pour autant, circulaire, économiquement viable et solidaire. Donc ça rejoint un petit peu les différentes interventions des personnes. On peut y arriver, mais il faut beaucoup d'énergie. La qualité de l'air est assurée par une qualité des matériaux. Le carton est hypoallergénique. Le bois est une matière en fait noble également qui favorise pas forcément de maladies particulières, contrairement à d'autres produits utilisés dans le bâtiment. On a préservé la biodiversité simplement en limitant l'impact sur le sol. On a une qualité de vie, de bien-être pour les personnes de mon équipe qui me semble très importante à mettre en avant parce qu'on est dans un quartier qui est en pleine évolution et on est dans un bâtiment qui correspond pleinement à nos valeurs. Donc à chaque fois qu'on entre dans ce bâti, il résonne par rapport à nous, d'où le nom aussi de l'entreprise. Et un chiffre qui choque beaucoup en ce moment, parce que quand on dit que les bâtiments ne sont pas abordables quand on réfléchit le passif et le positif, on a réussi en fait à faire un projet à 1 000 € du mètre carré, hors taxe, contre une moyenne en fait de maisons passives ou écologiques qui sont plutôt autour de 1 650 à 1 900 € du mètre carré. Donc on est sur des systèmes, comme vous avez pu le voir pour ceux qui étaient présents tout à l'heure, assez simples. Mais je pense que la sobriété aussi, c'est faire des choix dans l'aménagement intérieur qui nous permettent d'aller plus loin et faire des vrais choix qui vont dans le bon sens par rapport à la démarche de transition écologique et énergétique que nous avons à mettre en avant aujourd'hui. Merci beaucoup, Aurélien. Merci, vous étiez nombreux à la visite tout à l'heure, mais je crois que vous pourrez... il y aura d'autres visites organisées à Écouflant. Christophe Rouvray, alors on avait tout à l'heure les 10 ans de l'éco-cyclerie, et là c'est les 30 ans de l'ESEP, donc bon anniversaire à vous deux. Oui, donc effectivement, on a fêté nos 30 ans, une école d'ingénieurs qui a très rapidement s'est positionnée sur un secteur qu'on considère l'avenir responsable. C'est-à-dire qu'en fait on essaie de former aujourd'hui des ingénieurs qui vont donner du sens à ce qu'ils font au quotidien. Et pas uniquement la performance technologique ou la performance en termes de gestion des risques et différentes choses. Et donc en fait c'est une école d'ingénieurs qui a démarré son modèle au tout début avec une approche responsable. Alors aujourd'hui on en parle beaucoup, mais dès le début le campus, en l'occurrence par exemple, on a un campus aujourd'hui qui est responsable, avec un positionnement de gestion des déchets. Alors je ne vais pas reparler de la sobriété parce que beaucoup en ont parlé. Notre première approche, c'est-à-dire on limite au maximum la consommation. Donc, par exemple, vous avez des éco-cups au lieu d'avoir des verres en plastique. Vous avez énormément de choses sur le campus. Je vous inviterai tout à l'heure à nous visiter différents éléments. Vous avez plein de petits points qui permettent de limiter au maximum notre impact en termes de gestion de déchets au quotidien. Bien sûr, c'est un travail du quotidien. Nos gobelets, il y en a, des gobelets qui sortent des machines, mais ils sont recyclés dans un boucle court. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très attaché. On essaye aussi d'avoir une approche de maîtrise des ressources, c'est-à-dire qu'on n'imprime pas, mais depuis de nombreuses années, de polycopier pour les élèves. Tout est digitalisé, ils peuvent commenter, ajouter les éléments et ensuite les enregistrer sur leur plateforme. Il y a très très peu d'impression papier. Malheureusement, on est obligé de passer à un moment ou à un autre, notamment pour les épreuves, pour certaines des épreuves. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de gérer au quotidien. La gestion de l'eau, la gestion des énergies au sens large. Et c'est quelque chose parce que nous sommes positionnés sur ces secteurs où nos propres étudiants critiquent notre propre système. Donc tous les ans, j'ai un rapport de nos élèves qui nous disent voilà, ça va pas, il faut corriger ça, il faut avancer sur ça. Et ils me demandent de signer une charte pour être sûr que la direction pousse pour avancer sur ces économies-là. Une approche aussi responsable sur le sens écologique et égalité des chances, ce qui est un peu, il y a 30 ans, un peu à l'opposé des grandes écoles. C'est-à-dire que les grandes écoles, malgré leurs efforts, elles sont très sélectives et elles sont sélectives sur un point de vue social, souvent. Et on a créé un modèle d'école en disant mais que des profils technophiles et des profils de personnes venant du milieu ouvrier ou employé étaient aussi capables de réussir dans une grande école si on avait une approche pédagogique qui était adaptée. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a un peu plus de 37% de boursiers nationaux dans notre école, sachant que la moyenne des grandes écoles c'est plutôt 22%. On a plus de 20% des jeunes diplômés sont issus de milieux employés et ouvriers, donc c'est extrêmement rare, c'est en dessous des 5% au niveau national.
Donc c'est quelque chose sur lequel on est très attaché. Un autre élément aussi qu'on a favorisé depuis quelques années d'ailleurs avec le maire de Saint-Barthélemy, qui est l'accès au campus en transport doux. Notamment, alors les premiers transports les plus responsables sont les transports en commun, donc les horaires de bus sont calqués sur nos horaires de cours, et on favorise l'accès au vélo et dans une boucle assez courte. Les achats durables, ça c'est quelque chose sur lequel on est très attaché, c'est-à-dire que 95% de nos commandes sont dans une boucle autour de quelques kilomètres autour du campus. Nos plaquettes sont imprimées à Saint-Barthélemy. Ça c'est produit à Saint-Barthélemy. Le jus de fruits qui se trouve dans le pot, il est produit à côté. Voilà. Donc il y a vraiment une approche au quotidien, on essaye de faire en sorte que ça soit important chez nous. Il y a un autre élément aussi qui est fondamental dans cette approche de devenir responsable, c'est d'être engagé et d'avoir une approche de citoyen. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement là pour consommer, mais on est ici là pour accompagner et limiter au maximum notre impact, notre empreinte environnementale, mais aussi être engagé au niveau citoyen, au niveau humanitaire, au niveau responsable, donc accompagner par exemple des personnes âgées dans la maîtrise de l'outil informatique, parce que l'État est en train de dématérialiser beaucoup de choses, et les personnes à partir d'un certain âge, ça peut les angoisser d'accéder à ces outils. Donc on essaie d'accompagner ça au quotidien, si on peut avancer. Nos deux grandes spécialités, et on va dire qui nativement ne sont pas forcément au tout début responsables, parce que le numérique aujourd'hui, c'est un principal pollueur, il dépasse aujourd'hui les trafics aériens en termes d'impact carbone en tant que tel, et nous sommes positionnés très rapidement sur ce qu'on appelle le numérique responsable, c'est-à-dire qu'on a en tronc commun de notre filière des approches d'éco-conception logicielle qui permettent de limiter l'impact du développement logiciel qu'on fait. Au quotidien, on a fait un challenge qui s'appelle le Design for Green, qui est un challenge aujourd'hui mondial, qui est en 48 heures, les étudiants doivent développer, donc il y a une dizaine de pays dans le monde, il y a un peu plus de 300 participants, doivent développer un logiciel qui répond à un cahier des charges, mais qui a l'impact carbone le plus bas possible. Donc c'est quelque chose d'assez important chez nous. Il y a un peu plus de 15 ans, on déroulait le développement durable dans les modules, c'était obligatoire pour tous. Et donc, on essaye sur ces filières, alors Big Data, on peut dire que c'est pas très écologique, effectivement, mais si on intègre l'impact carbone de notre développement dans l'analyse des données massives, ça avance très vite. La cybersécurité, c'est quelque chose d'extrêmement important, il faut protéger ces données, les différents éléments. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Et l'autre qui me permet de faire la transition vers l'économie circulaire, c'est qu'on a créé il y a un peu plus de 5 ans maintenant une majeure dédiée à l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on a fait le constat que nos ingénieurs étaient distribués dans toutes les industries, dans tous les secteurs, sur pas mal de métiers, et qu'ils étaient à des pierres angulaires et qu'ils étaient capables de faire évoluer les mentalités en entreprise, parce que l'informatique est omniprésente aujourd'hui. Et l'autre filière qui est omniprésente, c'est la performance, QHSE, tout ce qui est qualité, hygiène et sécurité au travail. Ce sont des secteurs qui sont très présents. Et on a créé une démarche d'économie circulaire à l'origine, qui a donné lieu d'ailleurs à notre contribution au FREC en tant que tel. Et c'est quelque chose qui est important. Alors, on n'essaye pas de théoriser les choses, on a une approche très pragmatique. On aime bien expérimenter. On a des idées, et certaines des expérimentations, vous avez, Madame la Ministre, je crois, visité cette entreprise à Brest, leur site de recyclage des mégots. Ça fait 3 ans qu'on fait une campagne régulièrement à Angers pour récupérer ces mégots et sensibiliser le public sur l'impact de pollution d'eau que ça a et comment on peut recycler ces approches. C'est venu d'une idée d'un étudiant, j'aimerais bien limiter ces impacts-là. On est allé chercher les entreprises, on est allé chercher les écosystèmes. La TRIA Academy, un élément, on en a parlé un petit peu à un moment, la 3e révolution industrielle et agricole, on a, il y a 4 ans, lancé une démarche pour accompagner le territoire, les collectivités et les zones industrielles, pour qu'elles pensent à faire des synergies entre elles. Il y a énormément d'industries dans le secteur qui génèrent des déchets et qui ne pensent pas forcément que les déchets qu'ils ont générés soient valorisables par l'entreprise qui est juste en face et qui en a besoin comme matière première. Et donc en fait ce sont des étudiants qui se baladent sur ces écosystèmes, qui font des analyses et qui soumettent aux entreprises ces synergies. Et c'est dans le cadre de la TRIA Academy que nous faisons ça. Voilà. Après il faut aussi valoriser et mettre en avant tous ces secteurs, parce que c'est important de faire savoir les bonnes pratiques et de faire évoluer les mentalités. Et on contribue à travers les trophées régionaux de la RSE, qui existe depuis 11 ans maintenant. Il s'appelle pas à l'époque RSE parce que c'est un nouveau nom, c'était le développement durable avant. Et en fait, nos élèves ingénieurs vont visiter des entreprises innovantes sur le territoire, les analysent, font un diagnostic et ensuite défendent devant un jury
peut composer de nombreux acteurs du territoire pour les valoriser et les mettre en avant et pour qu'elles puissent avoir des soutiens, notamment politiques ou financiers, dans leurs innovations. Merci beaucoup, Christophe. Juste dernier élément, excuse-moi. Pardon, dernier élément, j'ai dans le dos, tout dernier élément, et ça c'est quelque chose sur lequel on est très attaché. On essaye de former des ingénieurs de cœur, ce qu'on appelle des ingénieurs de cœur, c'est-à-dire des ingénieurs qui vont accompagner l'environnement dans lequel ils sont et qui vont donner du sens derrière. Et on est un des premiers établissements à avoir laissé nos étudiants faire preuve de créativité en termes d'engagement citoyen, et ça fait partie du diplôme. Derrière, ils doivent tous faire preuve d'engagement sur le cursus, ils choisissent librement ce qu'ils veulent faire. Donc un des exemples, c'est l'opération Zéro Mégot. On a fait une journée anti-risque, on travaille avec la préfecture notamment pour réduire les accidents. Bien manger et manger responsable. Toutes les semaines, les étudiants peuvent commander leur panier de légumes qui sont produits juste localement et les récupérer à l'école et ensuite manger des légumes chez eux. On s'est aperçu en parallèle que la majorité d'entre eux ne savaient pas les cuisiner, les légumes. Donc il y a eu un club qui a créé une activité pour leur apprendre à cuisiner de façon responsable les légumes qu'ils ont. Voilà, donc il y a pas mal de missions sur lesquelles on essaie de cultiver et on croit beaucoup à cette révolution de l'économie circulaire par la jeunesse parce que c'est eux qui vont faire évoluer les mentalités de façon conséquente derrière et nous on doit leur donner les moyens de leur créativité et les moyens de faire ces expérimentations, ce qui me permettra de faire le mot de conclusion. Je pense qu'il y a vraiment besoin de libérer un cadre juridique, je pense que c'est les messages qui sont passés pour qu'il y ait un cadre certes protecteur, parce que ce sont dans nos valeurs, mais qu'il y a une zone qui laisse place à l'expérimentation et qu'on puisse faciliter cette expérimentation pour ensuite la démultiplier sur les territoires. Merci beaucoup. On arrive donc au discours de clôture par Madame la Ministre. La loi arrive effectivement et avec les collègues parlementaires, il y a quand même quelque chose d'assez inhabituel sur cette loi, c'est qu'elle arrive, que tout le monde en première intention a dit c'est une bonne loi, quelle que soit la couleur des uns et des autres. Joël Bigot sera dans les sénateurs les plus mobilisés sur le sujet. Emmanuel Capu, quand on aura besoin d'aller chercher un peu d'argent au PLF, sera évidemment là. Non mais c'est vrai que je souligne que sur cette loi, parce que souvent les lois elles arrivent et on commence déjà tous à s'empailler. Sur la loi économie circulaire, il y a pour l'instant cette petite magie qui fait qu'on a envie qu'on la trouve tous une loi qui va dans le bon sens, qui correspond à ce que demandaient les acteurs. Bien sûr, on aura quelques gros sujets, mais voilà, on a envie de la bonifier. Et donc, Madame la Ministre, à vous, soit ici, soit au pupitre comme vous préférez, mais le pupitre est prêt également. Allez, merci, cher Mathieu, merci, Monsieur le député. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour d'abord à messieurs les parlementaires, messieurs les sénateurs, messieurs les députés. Bonjour monsieur le préfet, j'ai déjà eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Bonjour monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur. Et puis surtout, bonjour à toutes et à tous. Alors, en venant ici, je savais que j'aurais des bonnes surprises, mais je ne pensais pas sortir de là avec un complexe d'infériorité. En tout cas, je dois vous dire et vous remercier de ces échanges que moi j'ai trouvé passionnants. J'ai pris plein de notes, parce qu'en réalité, il y avait là, et je crois que notre discussion, eh bien en fait, c'était la loi économie circulaire, qui d'ailleurs s'appelle la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et bien là, qui était déjà déroulée sous nos yeux. Donc vous êtes des pionniers. Et je dois dire que si cette loi, nous l'avons construite et que jusqu'à présent, pour le moment, elle ne suscite pas encore trop de critiques vives, c'est en particulier parce qu'on a des ambassadeurs comme monsieur le député Mathieu, qui depuis le début, et je tiens vraiment à l'en remercier, qui depuis le début a été très vigilant. Très très vigilant. Il a passé beaucoup de son temps personnel, de son temps parlementaire, à vérifier, quelque part, à nous pousser, à nous demander toujours plus d'exigences. Et finalement, ça s'appuyait sur son expérience professionnelle à l'ADEME, mais aussi, je le vois, sur son territoire. Et il m'a beaucoup parlé de chez lui, et je crois qu'il avait raison. Donc, je me réjouis d'avance, et j'espère, et je regrette beaucoup ce matin de n'avoir pu être là, mais quand les députés nous demandent de rester, eh bien, on obtempère. Les députés, c'est la représentation nationale, c'est le peuple, c'est les Français. Donc, je devais être et rester à Paris, mais j'espère, déjà j'ai trouvé ça passionnant et je serais ravie de revenir voir ça.
Alors j'ai une petite question peut-être en introduction, je fais un piège, mais simplement, combien y a-t-il d'étudiants dans la pièce? D'accord, il y en a quand même, exactement. Donc vous n'êtes pas en vacances, ou en tout cas vous n'êtes pas... Ou peut-être que vous êtes en vacances, mais aujourd'hui un peu moins. Vous êtes des élèves sérieux, engagés, et peut-être pas encore en stage. En tout cas, je crois que, vu la description, monsieur le directeur, de votre école, eh bien, moi, je me suis dit, comme Mathieu, que tiens, je devrais bien, moi aussi, retourner à l'école parce que je dois dire que c'est tout à fait remarquable. Moi, j'ai deux sujets qui me préoccupent particulièrement, qui est bien sûr celui de la lutte contre le gaspillage, le développement de l'économie circulaire, parce que, et je vais y revenir après, et c'est celui du numérique durable. Parce que d'abord, l'un n'ira pas sans l'autre, et ensuite, vous l'avez dit, le numérique, c'est une solution, mais c'est aussi un de nos plus gros problèmes. Et très peu d'écoles, très peu d'organisation éducative, et même plus généralement trop peu d'entreprises du numérique pensent à leur impact environnemental. Et si dès la conception même de la pensée des ingénieurs, il y a cette dimension-là, eh bien je crois vraiment qu'il faut le saluer, et je vous en remercie d'avance. Alors, en France, l'économie circulaire, ou en tout cas aujourd'hui, le nombre d'emplois qui est lié de près ou de loin à ce mot que je ne veux même plus prononcer, moi non plus, le mot de déchets, eh bien, il y en a 800 000, d'après France Stratégie. Il y en a 800 000, c'est beaucoup, mais c'est pas assez. Dans le seul secteur de la réparation, il y en a 230 000. Mais il faut qu'il y en ait encore plus. Et c'est tout le but, c'est un des objets de ce projet de loi pour une économie circulaire, dont l'objectif est de créer, à terme, 300 000 emplois supplémentaires en France. C'est ça le but. N'oublions pas qu'une tonne de déchets recyclés permet de créer 10 fois plus d'emplois qu'une tonne qui est enfouie. Je crois que ce chiffre-là, il est marquant et il faut qu'on le garde tous en tête. Et en plus de ça, l'économie circulaire, par exemple, je vais vous donner un autre exemple aussi assez concret. Nous, on a travaillé, dans le domaine du plastique, on a travaillé avec des entreprises et on leur a demandé de prendre des engagements d'incorporation de plastique recyclé dans les produits qu'elles commercialisent. Et elles se sont engagées d'ici 2025 à multiplier par 2 la quantité de plastique recyclé qu'elles introduisent dans les produits qu'elles commercialisent. Moi, je voudrais qu'elles aillent encore plus loin, mais déjà rien que ça, eh bien, c'est l'équivalent d'une centrale à charbon économisée en termes de CO2. C'est comme si on avait fermé une centrale à charbon, tout en créant des emplois. Et des emplois qui ont du sens, c'est aussi un des mots que vous avez utilisé, monsieur le directeur. Eh bien, c'est ça. Et à terme, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, eh bien, c'est 4 centrales à charbon qu'elle aura permis de fermer si un jour elles avaient ouvert. Je précise par ailleurs que cela ne dédouane pas le gouvernement de fermer et de continuer à travailler activement à la fermeture des 4 centrales à charbon qui nous restent en France et qui seront fermées d'ici 2022. Alors pourquoi l'économie circulaire? Eh bien tout simplement parce qu'il est temps de rentrer dans le 21e siècle. C'est aussi simple que ça. C'est Marcel Mauss, vous savez, l'ethnologue, je vous rassure, je vous fais pas un cours, mais c'est Marcel Mauss, l'ethnologue, qui disait qu'en fait un déchet et les déchets, quand on regarde les poubelles, c'est tenté que même si les poubelles c'est une invention récente, mais quand on regarde les déchets, eh bien c'est là qu'on en apprend sur une civilisation. C'est là qu'on sait où elle en est, comment sont organisées les relations sociales, comment sont organisées les relations aussi entre l'homme et son environnement, entre les hommes entre eux. Et quand on regarde, c'est assez intéressant. On voit qu'au 19e siècle, on avait une approche qui était très centrée sur l'hygiénisme, où on a découvert eh bien, qu'il y avait une relation entre l'état d'ordure qu'il y avait dans les villes et puis la santé. Ça, c'est Pasteur, c'est tous ces chercheurs-là, et on a eu Haussmann qui a réorganisé les villes, et l'objectif c'était de mettre les déchets hors des villes. Et puis, au XXe siècle, et en particulier avec l'émergence de la société de consommation, je rappelle que dans les années 60, c'est là où ont émergé beaucoup d'objets à usage unique. La bouteille d'eau, les couches, et j'ai d'autres exemples. Mais en fait, on a commencé à surconsommer. Enfin, moi, je dis surconsommer. Certains diront tout simplement consommer. Moi, je pense que c'est de la surconsommation. Et là, on a commencé à organiser les choses de façon un peu plus industrielle, avec des décharges. Et peu à peu, et notamment dans la dernière loi déchets vers 92, on a commencé à réfléchir à la notion de recyclage. Tout ça, c'est très bien.
mais c'est très 20e siècle. Il est temps de rentrer au 21e siècle. Et je suis ravie de voir qu'il y a des écoles comme ça qui vont nous permettre de voir des ingénieurs qui enfin répondent à la nécessité, répondent au 21e siècle. Et alors la loi, comment est-ce qu'on l'a organisée? Comment est-ce qu'on l'a faite? Parce que moi je considère qu'on l'a vraiment façonnée, qu'on l'a faite tous ensemble. Bien, pendant 1 an et demi, à bas bruit, on a travaillé tous ensemble, et d'ailleurs je voudrais remercier certains que je vois dans la salle de toute leur implication sans faille. On a travaillé pendant 1 an et demi, alors citoyens, associations, éco-organismes, collectivités locales, services de l'État, tous ensemble, et on a élaboré une feuille de route de l'économie circulaire. Là-dessus qui donnait la direction, et je voudrais en particulier remercier aussi tous ceux qui nous ont aidés à commencer à la mettre en œuvre. Et l'objectif de cette feuille de route, qui était la base de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, eh bien, c'était que chacun aille et fasse le maximum de ses capacités. Le maximum de ses capacités pour faire en sorte que l'économie tourne plus. C'est-à-dire, en somme, qu'on lutte contre 1. La surproduction et la surconsommation. Deuxièmement, qu'on favorise le réemploi. Et troisièmement, en dernier lieu, qu'on recycle. Le recyclage, ce n'est pas la panacée. C'est ça, ce que je réponds aussi à certaines des critiques que je sens pointées. Mais le recyclage, c'est le moins pire, c'est la moins pire, et j'assume l'expression, c'est la moins pire des solutions. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a demandé chacun de faire un pas. Les collectivités locales, on veut leur faciliter la vie. C'est compliqué pour une collectivité locale de gérer les déchets. Il y en a toujours plus. Il y en a toujours plus aussi des illégaux avec des décharges sauvages. Et ça coûte toujours plus cher, et c'est un système qui est toujours plus compliqué, toujours plus opaque, avec des citoyens qui sont toujours plus exigeants. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des nouvelles filières de pollueurs-payeurs, ces fameuses filières REP. On va en créer 8 nouvelles, avec, sur les jouets, sur le bricolage, sur les articles de sport par exemple. On va aussi en élargir certaines. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, il y a 1,5 million de vélos qui finissent directement à la benne chaque année? 1,5 million de vélos. Je sais que beaucoup d'entre vous le savez. Et voilà, c'est ça qu'en plus les collectivités ont à gérer. Alors que ça pourrait très bien être recyclé, réparé, des réseaux sur les territoires qui emploient, de l'emploi qui a du sens, de l'emploi d'insertion, comme vous faites. Donc ça, c'est par exemple un des objectifs qu'on travaille avec les collectivités. Autre chose aussi, pour les citoyens, nous voulons leur faciliter la vie. Il faut qu'ils puissent devenir des acteurs de la consommation. Et donc on va développer par exemple l'affichage environnemental, pour que les citoyens puissent choisir. Ce qu'on veut aussi, et la solidarité, c'est un des grands pans de cette loi anti-gaspillage. Ce que nous voulons aussi, c'est faire en sorte que les produits qui sont moins mauvais pour l'environnement, parce qu'effectivement, il n'y a pas de meilleur produit que celui qui n'est jamais produit, mais celui qui est moins mauvais soit moins cher. Parce qu'une des grandes inégalités aujourd'hui, c'est que si vous voulez consommer responsable, ça vous coûte plus cher. Et donc on va mettre en place un système de bonus-malus par le biais de la modulation de l'éco-contribution. Et les produits les moins mauvais, les plus vertueux, eh bien ils seront moins chers, il y aura une étiquette verte, ils auront un bonus. Et ceux qui seront moins respectueux, ils auront un malus avec une étiquette rouge. Je ne rentre pas dans le détail tout de suite, mais c'est pour vous donner l'esprit. Et ensuite, ce que nous voulons aussi faire, c'est mettre en place, et c'est lutter plus activement contre la prolifération et la pollution plastique. C'est un véritable fléau, elle finit partout dans l'océan, vous l'avez vu, la dernière fois je suis allée à la Ciotat, parc national des Calanques, avec des chercheurs spéléologues, et ils sont ressortis de là en un quart d'heure avec 2 énormes sacs de plastique. Alors on me dit souvent, oui mais enfin, les emballages plastiques c'est seulement le sommet de l'iceberg. C'est vrai, sauf que c'est ce qu'on retrouve en majorité dans la nature. Et donc on a concerté pendant 1 an et on est tombé d'accord sur le fait que eh bien, la consigne, c'était le moyen le plus efficace d'aller collecter les déchets pour pouvoir les recycler, certains, ou les réemployer. Mais nous allons le faire, et c'est pour ça que j'ai lancé un comité de pilotage, nous allons le faire en faisant en sorte qu'aucune collectivité eh bien, ne se retrouve perdante. Nous allons aussi le faire en faisant en sorte que les demandes des associations, les demandes des citoyens, dans le design, dans l'industrialisation, eh bien tout ça, ça soit aussi au cœur de ce dispositif de consigne. Enfin, ce que nous voulons faire, et c'est là où nous avons besoin de l'ESEP, eh bien c'est de véritables politiques industrielles.
Comment est-ce qu'en France on relance l'emploi, on relance l'économie, mais comment surtout on vit dans une économie qui fait sens? Eh bien c'est en relançant l'industrialisation. Quelque part le Made in France, qui est fondé sur, en bon français d'ailleurs, le fabriqué en France, qui est fondé sur l'éco-conception. Ça va aussi faire partie des missions des filières REP. Donc on va transformer la gouvernance en profondeur, pour qu'elle devienne enfin efficace. Et enfin, pour terminer, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, et c'est une loi qui est très vaste, enfin pour terminer, ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte aussi que le secteur des travaux publics et des bâtiments contribue à sa hauteur à l'économie circulaire. Le secteur du BTP, c'est 70% des déchets en France, et en particulier ceux des bâtiments. Alors tout le monde n'a pas la chance de pouvoir développer des bâtiments comme celui-là, en tout cas nous l'espérons à l'avenir, et nous voulons mettre en place aussi, avec les acteurs, une filière de pollueurs nuls. Bref, je vous ai donné un panorama très large de l'économie, de la loi anti-gaspillage, mais tout ça pourquoi? Eh bien pour vous dire que là, il y a des emplois sur les territoires qui font sens, c'est une économie qui est solidaire, c'est une économie qui est bonne pour l'environnement, et c'est ça, nous avons besoin de relais comme cette école-là pour continuer à développer ces formations, pour continuer à nourrir cette économie de demain, cette économie du 21e siècle que vous êtes déjà en train de construire ici, et je remercie d'avance aussi tous ceux qui vont nous aider à enrichir la loi. Donc merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une série de 4 questions, peut-être en commençant par les étudiants, s'il y a des questions. Je crois qu'ils étaient plus dans cette partie de la salle, mais sinon, on accepte même les questions des acteurs. Est-ce qu'on va prendre 4 questions? Voilà, levez la main pour que j'identifie les 4 à la suite. Voilà, nickel, on a les 4, 5. Allez, on prend 5, mais faites des questions courtes pour qu'on puisse... Madame la ministre puisse répondre en une fois. Oui, bonjour, Pascal Buteau. Moi, je travaille à la région du Pays de la Loire sur l'économie circulaire. C'est plus une question en tant que citoyenne au sujet d'une règle qui existe, celle des emballages. On voit arriver des emballages biosourcés avec l'information c'est un emballage compostable, c'est un emballage renouvelable. Et je pense qu'il y a un souci au niveau de ces nouveaux emballages qui arrivent sur le marché, alors qu'on a des filières de recyclage des emballages PE, PP, PS qui existent, et avec des collectivités qui ont des centres de tri, qui vont faire des centres de tri pour ça. Et aujourd'hui, on voit arriver d'autres emballages qui vont, eux, partir en incinération ou en enfouissement, alors qu'on est sur une matière biosourcée qui pourrait retourner à la terre. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça aujourd'hui. Merci. On prend les 5 et si ça convient. Donc il y en avait 3 par là. Allez-y. 2 messieurs et une dame. Bonjour à toutes et à tous. Juste à titre d'information, moi je suis un ancien de l'ESEP et donc vous avez l'exemple de ce qu'on peut faire en étant sorti de l'école. Juste une sensibilisation sur la loi économie circulaire. Est-ce que vous avez intégré tout ce qui concerne les effluents des industriels? Pour ma part, je travaille sur un projet de production d'hydrogène à partir d'effluents de l'industrie agroalimentaire. Et on a du mal, effectivement, à réussir à aller derrière, convaincre un certain nombre d'industriels de se dire que cette énergie qui va être plus propre peut coûter parfois peut-être un peu plus cher, mais comment est-ce qu'on fait pour aussi intégrer pas seulement des objets, pas seulement des déchets, mais tout ce qui est effluent dans cette économie circulaire? Merci beaucoup. Madame. Bonjour, moi du coup je suis étudiante mais pas à l'ESEP, un peu plus loin. Moi je voulais savoir dans votre logique de bonus-malus s'il y avait quelque chose en lien avec plus les légumes et les fruits qui viennent de très très loin et qui ne sont pas forcément, qu'on pourrait peut-être valoriser des produits beaucoup plus locaux. Et donc dans le système de prix, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas quelque chose à faire aussi sur le fait de consommer local? Est-ce que ça pourrait pas être moins cher vu qu'il y a beaucoup moins de distance et du coup de payer les transports des marchandises? Merci beaucoup. Vous êtes étudiante où du coup? Moi j'étais à Rennes en urbanisme. Très bien. Monsieur, je crois qu'il y avait une question ici, voilà. Et puis une derrière de ce côté-là. Et après on conclut. Bonjour, du coup je suis aussi étudiant. Où ça? J'étais à l'université d'Angers. Très bien. On a plein de belles écoles universités aussi. C'est vrai.
Moi j'avais une question, on parle beaucoup, on a parlé d'économie, de recyclage, et donc de consommation de nouveaux produits. Est-ce que sinon une des solutions aussi qu'on peut favoriser et mettre en place, à l'exemple d'entreprises de free floating qu'on peut avoir à Angers comme Ponybags, ce serait aussi des solutions de partage et finalement de repenser notre modèle de consommation et de consommer un service et pas simplement un produit. Par exemple, un des exemples qui est souvent cité, c'était celui de la perceuse, où on a plus besoin de percer des trous que finalement d'une perceuse. Est-ce que finalement c'est pas ça aussi une des solutions de la consommation de demain? Et j'ai un peu de questions, mais j'ai aussi par ma formation une sensibilité à l'Europe, et finalement, il y avait récemment un travail du G7, je crois, et donc, quelles solutions sont prises aussi aux échelles supérieures que l'échelle locale? Parce que finalement, c'est un des enjeux majeurs que l'économie circulaire pour le monde de demain, et le monde dans lequel on va vivre à l'avenir. Quelles solutions aussi vous envisagez à l'échelle nationale avec les autres puissance de ce monde? Merci. Merci pour toutes ces questions très précises, Madame la Ministre. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça y est. Merci. Alors, sur la question des emballages biosourcés, moi, très sincèrement, je vais vous dire le fond de ma pensée, je suis assez sceptique. Déjà, juste philosophiquement, je trouve que il faut qu'on change nos comportements. Se dire que systématiquement on va remplacer quelque chose qu'on utilise par quelque chose d'autre qu'on va utiliser, je ne suis pas nécessairement totalement en phase avec cette approche. Je crois qu'on doit changer nos comportements, consommer moins, et parfois quand c'est obligatoire ou quand nous avons vraiment besoin d'un produit, hein, parce qu'il ne faut pas être naïf non plus, de même que sur le plastique, il ne faut pas avoir une approche non plus trop radicale, puisque on voit que dans le secteur, par exemple, des hôpitaux médicaux, on a besoin du plastique, c'est même vital, là, au sens propre du terme. Donc sur les plastiques biosourcés, moi, ou les emballages biosourcés, comme je vous disais, je suis assez sceptique. Maintenant, la façon dont je travaille, c'est que j'appuie mon travail, mes décisions sur la science, sur l'expertise. Et on a la chance d'ailleurs à Angers d'avoir un des meilleurs centres d'expertise de France sur les questions de transition écologique en général, à savoir l'ADEME. Et donc, ils sont en train de travailler, ils vont bientôt rendre des conclusions de leur travail sur l'impact des plastiques biosourcés en particulier. Mais sachez que je serai très exigeante sur les résultats de l'étude pour prendre des décisions qui s'imposent, mais pas au petit bonheur la chance fondée sur le travail d'experts. Voilà à peu près l'idée générale. Sur la question, je réponds un peu en vrac au fur et à mesure de la façon dont j'ai noté. Alors, sur la question des effluents industriels. Alors, tout n'est pas lié. Vous savez, une des caractéristiques de la façon dont nous travaillons, c'est qu'on travaille beaucoup en silo. Alors, quand je dis on, je dis beaucoup l'État. Parce que oui, nous aussi, on est les héritiers d'un système du XXe siècle. Qui est un peu copié sur le modèle industriel, comme quand on fabriquait des voitures, et ben, chaque poste avait sa tâche. Et donc il y a le ministère de l'Agriculture qui ne parle pas, je caricature, parce que on s'entend tous très bien, mais qui ne parle pas au ministère de l'Agriculture, qui ne parle pas au ministère de l'Économie, qui ne parle pas au ministère de la Santé. Vous voyez, c'est un peu comme ça, on a des grands blocs, des grands silos. Donc, parfois, dans mes réponses, je vais faire référence à ces silos-là. Quand on est sur le terrain, ça peut être très frustrant. Sur la question des effluents industriels, alors oui, c'est clairement une des préoccupations. Alors, pas tous, et ça dépend, mais notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, on a lancé ce qu'on appelle un pacte de confiance sur lequel on continue de travailler avec certains, et notamment M. Alain Marois, qui est un grand spécialiste de la question, qui nous a beaucoup aidé, pour justement évaluer, mettre en place des normes aussi, pour qu'on puisse réutiliser, voire épandre dans les champs, l'utiliser comme fertilisant certains des rejets de ces industries agroalimentaires. Mais il y a des normes sanitaires qui sont à respecter, et c'est bien là souvent que sont nos limites, et elles sont importantes, puisque il faut être et garder l'exigence. Ça, c'est important, mais il est certain qu'il y a plein de barrières à faire sauter. Si on veut développer aussi l'écologie industrielle, enfin l'économie circulaire sur les territoires, comme d'ailleurs je sais que ça se fait très très bien ici dans ce département, et monsieur le préfet m'a montré près de 70 projets dans la région d'écologie industrielle, eh bien effectivement il faut continuer à identifier les barrières et à les faire sauter pour pouvoir développer ça. Sur le bonus-malus sur les légumes, alors je vais faire une réponse un peu, enfin sur les fruits et les légumes, et je vais faire une réponse qui est un peu similaire. Là pour le coup c'est vraiment le ministère de l'Agriculture. Donc directement nous n'avons pas, moi, la main là-dessus. C'est une question qui est
un petit peu différente, parce que c'est aussi beaucoup une question de l'empreinte CO2 de notre consommation. Moi, je crois qu'elle est fondamentalement importante de mesurer cette empreinte CO2, de la réduire. C'est une des raisons pour laquelle nous voulons développer ce que j'appelle et ce que je dis des filières de recyclage, de réparation, de réemploi sur les territoires et développer l'éco-conception ici, de façon à ce que bien une machine à laver, au lieu d'être jetée, elle puisse être réparée ici, en France, et réutilisée. Donc comme ça, on n'a pas une machine à laver qui vient de Chine, mais on a une machine à laver qui vient de Paris et qui est vendue par exemple à Angers, avec au passage de l'emploi pour potentiellement des personnes en insertion. Et ça limite l'empreinte CO2. Enfin, sur la question de l'économie, de la fonctionnalité et de consommer un service plutôt qu'un produit, c'est absolument critique. C'est ça l'économie du XXIe siècle. Alors on travaille avec le ministère de Bercy, enfin avec le ministère de l'économie et des finances pour faire là aussi, permettre de pouvoir lever des verrous potentiels, notamment en termes de fiscalité, pour permettre le développement de cette économie-là. Et c'est clairement une priorité, et c'est ça l'avenir, et l'économie circulaire, et bien c'est tous ces nouveaux modèles économiques-là qu'il faut absolument développer, et je sais que les jeunes ont plein d'idées qui foisonnent, je suis sûre que vos ingénieurs, ils ont déjà eu 1000 idées au cours de leurs études, et c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Enfin, tout ce qu'on fait au niveau national, c'est une question de cohérence, nous nous battons pour ça aussi, au niveau européen et au niveau international. Par exemple, le G7, dont la France a la présidence, qui va avoir lieu là le 25 août, à Biarritz, pendant le G7, nous voulons lancer une grande coalition sur le plastique. Alors, ce n'est pas une coalition pour dire on n'aime pas le plastique, c'est une coalition pour commencer à travailler très concrètement à la réduction, à l'élimination, à faire en sorte de se débarrasser, entre guillemets, de certaines des résines qui seraient les plus polluantes, en tout cas les plus difficilement recyclables. C'est ça, et donc nous déclinons à chaque fois systématiquement à toutes les GCL, nos politiques publiques, et en Europe, on s'est beaucoup battu pour le développement de l'économie circulaire, ce qui nous aide en retour beaucoup en France, puisque la directive économie circulaire en Europe est très ambitieuse, et nous permet ici en France de ne rien lâcher dans le courant et pendant les débats sur la loi anti-gaspillage. Je vous remercie.